grand plaisir d'être là. On avait manqué la première édition du colloque et on est très content d'être là pour celle-ci. Donc moi, je suis architecte à Nancy, donc au cœur de la Lorraine, au sein d'un collectif qui s'appelle Studio Lada, architecte. Nous sommes 6 associés, une équipe de 15 maintenant. Et donc on travaille beaucoup en milieu rural, sur des petits équipements. On travaille beaucoup sur la question des biosourcés, des ressources locales, humaines, matérielles, et comment produire une architecture avec ça. Voilà, donc ça c'est aussi nos expériences sur notre territoire avec nos pierres et leurs qualités et leurs défauts. Donc je devais aujourd'hui présenter avec Benoît Zint, un de mes associés qui a eu un empêchement, et donc je présente tout seul en nos deux noms. Pour commencer, voilà, vous en avez parlé, je pense que pour toute une génération d'architectes français, Gilles Perrodin, mais notamment aussi ce projet, le Chai de Vauvert, est un élément déclencheur qui a recréé toute une vague de vocation et d'envie de notre génération. Donc il est important d'en parler. Il est peut-être aussi important de parler de la manière de construire en pierre de Gilles Perrodin, qui est une manière très propre à lui, qui a des valeurs très fortes et des choix très forts, et peut-être aussi qu'on sent aujourd'hui une influence forte de l'expression de Gilles Perrodin, et on pense qu'il est aujourd'hui aussi nécessaire d'aller s'enrichir voilà, d'autres manières, d'autres écritures aussi, et c'est ce qu'on va voir aussi cet après-midi avec Amin Taha et d'autres qu'on respecte beaucoup. Mais donc, merci Gilles Perrodin d'avoir ouvert la voie. Donc nous sommes ici, donc en Lorraine. Donc nous ne sommes pas dans des grosses régions de pierre habituelles. Nous sommes ici au cœur, mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a 4 taches de couleur de pierre. Et on a la pierre de calcaire de Meuse ici. Ici, on a la pierre de Jaumont, la pierre jaune qu'a construit la ville de Metz. Ici, nous avons en bleu la poche de granit. Ici, le grès rose plutôt côté alsacien. Et ici, une petite poche de grès aussi dans la plaine vosgienne. Et donc, nous, on est là et on fait des projets donc dans ce territoire. Donc ça, c'est un zoom sur la Lorraine, hein, vous en avez parlé. Donc par rapport à ce que vous racontiez aussi, vous avez parlé de la reconstruction, qui est quelque chose de très fort en Lorraine. Moi, je ne vais pas en parler. Par contre, il y a la question du vernaculaire aussi, de ce qu'ont fait nos ancêtres avec les pierres, avec les ressources locales. Et aujourd'hui, l'écriture d'un nouveau vernaculaire contemporain qui s'inspire de modernisme et qui permet de produire d'autres architectures. Alors ça, c'est un travail, c'est la carte des ressources du territoire lorrain, où on essaye de rassembler les ressources en biosourcées et géosourcées qu'on a sur notre territoire. Donc la pierre, le bois, la terre et la fibre. Alors ça, c'est un travail qu'on a réalisé avec le groupe de la frugalité heureuse et créative de Lorraine, dans lequel je suis très investi. Et je fais une petite parenthèse parce que je suis aussi très investi dans le groupe national. On pense que ce mouvement est une occasion actuelle de se fédérer et de travailler ensemble. Et je dois dire un mot quand même pour les rencontres de la frugalité heureuse qui ont lieu le 24, 25, 26 juin à Bordeaux. J'imagine que vous en avez tous un peu entendu parler. Venez, inscrivez-vous, il reste encore des places, et donc il y a des ateliers, il y a des moments de réflexion, et c'est des moments assez riches. Voilà, donc ici on voit la pierre, le bois, terre, fibre, et donc c'est les gisements, c'est les ressources, c'est les scieurs et c'est les carrières. Donc ici on voit la correspondance entre les carrières qui existent sur le territoire de Meuse, celle avec la pierre de Jaumont, celle ici avec le grès rose et le granit. Et donc ça nous aide à connaître les carrières de petite taille et à aller à leur rencontre et à travailler avec eux pour nos projets. Parce qu'on aime se dire qu'un projet, s'il se trouve ici ou s'il se trouve là, il a un caractère différent. Parce qu'il s'inspire aussi des ressources et de la culture locale. Par exemple, ici, 3 projets en pierre de Meuse, ici un projet en pierre de grès rose, et ici un projet en pierre de Jaumont. Alors notre première approche avec la pierre, c'était en 2011-2012. On a gagné une maison de santé dans la Meuse. Et donc là, territoire de pierre, on a voulu utiliser de la pierre dans ce bâtiment, avec toute la précaution qu'on a su mettre, notamment sur la question financière. Donc on a juste
simplement construit un grand mur de refend porteur à l'intérieur en pierre locale, avec aussi tout le sol et la banque d'accueil. Et ensuite, nous sommes dans un bâtiment bois et on travaille sur ce rapport qui est très fréquent, hein, beaucoup travaillent là-dessus, sur le matériau de masse à l'intérieur et l'isolant à l'extérieur en ossature bois. Donc voici ces blocs de pierre, des blocs de 22 cm qui s'empilent, d'une carrière qui venait de 20 km, avec une entreprise aussi qualifiée, une entreprise Pierre et Habitat, qui n'existe plus, mais qui a un savoir-faire en construction pierre. Donc on monte ce mur de cette manière, avec un simple empilement, des pierres qui forment linteau. On voyait le petit aglo en pierre ponce pour créer le pont, pour supprimer le pont thermique. Et voilà une mise en œuvre simple où il n'y a pas du tout de béton, pas du tout de chaînage. Et voilà, avec aussi des petits ouvrages comme des petites arcs en plate-bande qui ont été aussi proposés et réfléchis avec l'apport de l'entreprise. Ici, plutôt de l'ordre du mobilier en pierre intermédiaire. Et ici, la pierre de sol, alors qu'il ne peut pas être une pierre de Meuse parce que la pierre de Meuse est trop fragile en sol. Donc ça, c'est une pierre de Bourgogne qu'on a mis en œuvre donc dans ce bâtiment. Et donc une présence de la pierre très importante dans ce bâtiment, un vrai plaisir aussi de la part des usagers, et donc une première expérience plutôt convaincante. Et aussi sur le budget, parce que bien entendu c'est toujours un peu plus cher de construire en pierre, une acceptation de ce budget noyé dans le budget global du bâtiment. Ensuite, quelques années après, on a une autre commande, enfin on gagne un petit appel d'offres en procédure adaptée, d'une extension d'EHPAD, donc à quelques kilomètres, et là aussi on se dit on va retravailler avec la pierre, et en fait, le client nous dit qu'il veut absolument pas de bois en extérieur, et on se dit c'est l'occasion d'inverser la réflexion et de mettre la pierre dehors et de construire tout en bois à l'intérieur et la pierre à l'extérieur. Et donc on réfléchit à cette idée le budget étant très modeste, on réfléchit à la question de la pierre pelliculaire. Notamment parce que quand on a utilisé la pierre de sol dans la maison d'avant, la pierre de Bourgogne, on achète cette pierre à 40-50 € du mètre carré, une pierre de 2 cm. Donc ce qui est quand même très économique, et ça nous fait réfléchir sur le fait que la pierre massive, oui, mais la pierre pelliculaire, c'est quand même bien plus abordable et ça ouvre des pistes. Et donc, la pierre agrafée, ça c'est la technique commune de mettre de la pierre sur un bâtiment. Alors c'est une technique où généralement on essaye de faire semblant que la pierre flotte, on ne montre pas du tout les fixations, on fixe dans la tranche de la pierre, c'est très fragile, c'est très onéreux parce que tous ces connecteurs coûtent très cher et ça fonctionne que sur du béton parfaitement inerte parce que s'il y a un tout petit mouvement, ça ne va pas. Et donc nous on voulait le faire sur une ossature bois, mettre de la pierre pelliculaire. Et donc on a réfléchi sur le rapport, déjà, est-ce que du bois est capable de tenir une pierre fine, fragile? Alors on s'est dit qu'on faisait bien des fenêtres en bois, donc on arrive à mettre une feuille de verre dans du bois, ça tient. Et aussi on a réfléchi à tout simplement ces petits modules là de clôture là où on a des montants rainurés, où on glisse des plaques de pierre des plaques de béton dans des rainures. Et on s'est dit qu'on pourrait s'inspirer de ça pour faire un système de bardage donc qui vient sur ossature bois et qui affirme des montants bois devant la façade avec un système de rainure où on vient glisser les plaques de pierre avec une dilatation raisonnable et qui permettent de mettre en œuvre tout ça. Donc voici le système qui est ici, donc on a dessiné. Discussion avec le bureau de contrôle, système non conventionnel, et donc il nous a imposé de faire une ATEX. Donc on a donc dû développer une ATEX sur ce petit bâtiment de petite taille pour développer ce système de pierre, de bardage en pierre sur bâtiment ossature bois. Alors c'était une super aventure où la grande question c'était jusqu'à combien va dilater le bois et jusqu'à combien la pierre sera capable de ne pas casser et de s'adapter à cette dilatation. Donc sur une ossature bois très axée tous les 60 cm et un système comme ça, et donc on s'adapte à un format très classique de plaque de pierre de 60 par 40.
Alors latex, ça imposait aussi d'aller dans le fond du sujet du bardage. Qu'est-ce qu'on demande à un bardage? Souvent on a des bardages sous avis technique, donc on ne sait pas ce qu'ils ont dû endurer avant. Et si on reprend à zéro, donc un des tests à faire, c'est le test au choc, au gros choc, au choc moyen et au choc ponctuel. Donc on a dû faire ces tests au centre de recherche de l'ENSTIB à Épinal, où on a mis en œuvre le système, on a fait ça. Alors ça s'est pas bien passé, parce qu'on était arrivé avec notre pierre de Meuse de 3 cm, persuadé que ça allait bien se passer, et en fait, avec le choc à la grosse masse, la pierre a cassé. Donc on a réfléchi au système, et on est revenu avec une pierre plus épaisse et avec de la pierre de Bourgogne, qui est réputée plus dure. Et donc on a fait plusieurs tests. En fait, la solution qui marchait à la fin, c'était ça, en 4 cm d'épaisseur, avec de la pierre de Bourgogne en haut et en bas, parce que la sollicitation est plus forte, et de la pierre de Meuse au milieu. Et donc, voilà, ça nous a emmené à faire ce dispositif de bardage. Qui se trouve ici, et qui est aussi au-delà de la simplicité de la mise en œuvre, de son économie, parce que ça c'est 160 € du mètre carré, hein, la fourniture à 40, je vous l'ai dit, 50, et ensuite c'est quelques bouts de bois, quelques pièces en inox pour porter les pierres ici, là, des petits taquets, mais là on n'est pas du tout aux 300 € habituels d'une pierre agrafée. Donc, et aussi, c'est aussi un système qui nous intéresse parce qu'on n'est pas sous des avis techniques, sous des avis brevetés, et on est plutôt sur des solutions de bien commun et des solutions tout à fait reproductibles par qui veut. Donc voilà, avec les petits joints de ventilation tous les 1,20 m et des petites pièces en inox comme ça pour soutenir les pierres en partie basse. Et donc c'est pas une rainure faite dans le bois, vous l'avez compris, c'est 2 tasseaux avec un petit joint en mousse ici, et on fixe le premier tasseau, on met la pierre et ensuite on vient bloquer avec le second tasseau. Voilà sur ce bâtiment donc, qui affirme sa trame de 60 cm et une trame qu'on retrouve à l'intérieur de la grande pièce avec une charpente bois sur le même rythme qui vient un peu donc contrebalancer la présence de la pierre. Ensuite, un autre projet, donc là on change de territoire, on va plutôt dans les Vosges et côté Alsace, et un petit office de tourisme. Donc là aussi un projet qui se prête parfaitement à l'idée de mettre en avant les ressources locales. Et donc cet office de tourisme de 150 mètres carrés, dès le départ, on a proposé au maître d'ouvrage de le faire en pierre massive et de grès rose ou de granit. En fait, une pierre locale, grès rose ou granit, et assez naturellement, peut-être naïvement, je me suis dit que le grès rose serait moins cher. Je pense que oui. Donc on est allé, on a repéré sur une carte quelle était la carrière la plus proche, et nous sommes allés voir la carrière de Champenay de grès rose à 20 km, et on allait leur demander s'ils seraient en mesure, s'ils seraient intéressés de travailler sur un bâtiment en pierre massive de grès rose. Voilà, donc voilà la carrière qu'on a visitée. Alors c'est marrant parce qu'on va voir des carrières comme ça qui sont très, très rustiques, et on leur parle de pierre massive un petit peu en ayant un peu peur de leur réaction. Puis en fait, c'est des gens qui sont abonnés à Pierre Actual, qui aussi connaissent parfaitement le travail de Père Audin et qui sont tout à fait ravis de se lancer dans une expérience de construction en pierre massive. Donc ça sert à ça aussi, ce type de revue, c'est d'établir un lien commun entre les archis et des carrières rustiques du coin. Donc on réfléchit avec eux et on se dit mais quel est votre bloc maximum, parce que nous on connaît encore une fois Gilles Perraudin qui travaille avec des blocs de 50 1 mètre par 2 mètres, et il dit non, nous on fait pas du tout ça, nous on est plutôt sur des petits blocs parce qu'on a une technique d'extraction différente, et le bloc idéal il ferait 1,40 m par 35 par 35, et on aime bien les choses tramées, donc 35, 35, 1,40 m, le rapport 1 pour 4. C'est pas du tout le rapport du sucre là, hein, c'est autre chose. Mais on se dit ok, et on fait une première maquette comme ça avec des petits blocs de sucre. La pierre et la courbe, a priori, ça s'adapte pas bien, mais tant mieux parce que ça crée quelque chose. Et donc le bâtiment, il est comme ça, un système un petit peu de poupée russe avec l'enveloppe en pierre ici, porteuse,
Et à l'intérieur, tout est en bois. On est dans le nord, il fait très froid l'hiver, bien entendu, il faut isoler. On ne peut pas montrer notre pierre côté intérieur. Et on décide aussi de faire des porches, ce porche-là et celui-ci, où par contre, là, on verra la pierre sur ses deux faces et on comprendra qu'on est venu glisser une boîte d'isolant à l'intérieur en bois et qu'ici, c'est de la pierre. Et ensuite, on pose un chevronnage comme ça. Des détails extrêmement simples. Alors là aussi, ça n'a pas été facile parce que mon premier bureau d'études, il a vu qu'on était en zone sismique et il a dit bah, on va faire un poteau tous les 2 mètres, enfin un poteau béton tous les 2 mètres, une poutre en béton et on remplit en pierre. Je ne peux pas te proposer mieux que ça. Ce à quoi on a dit hors de question et on a plutôt dialogué avec le bureau de contrôle qui était un gars beaucoup plus ouvert et le bureau d'études structure bois et on est arrivé à ça. Donc là-dedans, on n'a pas de chaînage horizontaux béton. On a simplement ici et là, à ces joints-là, une petite grille de mur fort. Vous savez, c'est un petit grillage comme ça plat, et on le glisse dans le joint. On fait un joint un peu plus épais d'un centimètre 5, et on le met dans le joint. Et ça nous fait un chaînage, certainement pas aussi costaud qu'un béton, mais un chaînage quand même périphérique ici et là. Voilà. Et on a quelques chaînages verticaux. On en a dans les poteaux ici, dans les têtes de mur ici, dans les poteaux et dans les têtes de mur. Et ici, on se dit qu'on n'a pas ici, on n'a pas du tout de chaînage verticaux. C'était aussi l'idée de la forme ronde, parce que l'endroit le plus fort dans un bâtiment, c'est le chaînage d'angle, quand on a 2 murs qui forment un angle. Et le bâtiment rond, ça permettait d'avoir quasiment un angle perpétuel. Donc on a une structure qui est déjà assez stable. Et ensuite, voilà, on taille les pierres, enfin à la carrière de Champenay, donc ils débitent. Alors eux, ils extraient à l'explosif. Alors je sais que tout le monde n'est pas forcément fan de ça, mais bon, ça crée des blocs comme ça. Ensuite, ils les scient. Et ensuite, on emmène nos petits blocs et on les monte avec un maçon, un petit maçon du coin, enfin qui d'ailleurs venait de racheter la carrière, mais un petit maçon assez classique du coin. Et voilà le bâtiment avec aussi l'acrotère en pierre. Et on aperçoit, je ne sais pas si on le voit un peu, que ici ce joint est un peu plus épais et celui-ci aussi. Et on voit le rapport de proportion. L'occasion aussi de découvrir les produits que proposent ces carrières, parce que donc on connaît bien la pierre massive, mais là on s'est fortement intéressé au pavé donc tranché, scié, et on s'est amusé à créer des motifs avec ce pavé, et ici la dalle qui vient habiller dans le porche, ici. Voilà. Un autre projet, donc là on change de territoire, on va vers le nord et vers la pierre de Jaumont, donc pas loin de Metz, la pierre jaune, vous savez, la gare de Metz et tout ça. Et donc là, un projet de vestiaire de foot dans un petit village vers là-bas, donc le projet où on n'imagine pas du tout mettre de la pierre. Et donc Benoît a réalisé ce petit projet avec l'idée de mettre de la pierre de Jaumont. Sachant aussi qu'à Jaumont, il y a un petit souci, c'est que les carrières s'épuisent. Il y a très peu de pierre, ou alors le peu de pierre qu'il y a, elle est de mauvaise qualité, il y a des fissures, il y a des problèmes. Donc il faut aussi adapter l'usage de cette pierre au budget et aux défauts. Et donc ici on a l'enveloppe en bloc porteur, enfin en bloc alvéolaire terre cuite, et donc la pierre est à l'intérieur sur les murs de refend. Voilà, sous forme de petits blocs. Et ici, en façade, on a donc de la pierre collée en plaquage ici. Et ici, une recherche très intéressante, c'est la poussière. Donc c'est un enduit sur les briques, mais qui est réalisé avec les restes de poudre de cette pierre de Jaumont, les restes du sciage. Et donc on a mélangé à de la chaux et on a fait un enduit. Alors ici, on voit pas trop ces reflets jaunes, mais sur d'autres photos, on les voit très bien. Et donc c'est intéressant parce qu'on a 3 usages assez simples de cette pierre de Jaumont en pelliculaire, en enduit et en bloc massif. Ensuite, la maison de santé de Audun-le-Roman aussi, de Benoît et Éléonore, où là, on est sur un système donc de murs ossature bois. Tout est construit en ossature bois, et là, on est sur un système de murs autoporteurs
de 12 cm d'épaisseur qui viennent donc habiller les façades. Et ça, c'est un projet aussi clé parce que ça nous a fait rencontrer SNBR, donc Jean-Baptiste Terret qui est dans la salle, qui est donc cette entreprise. Alors pareil, c'est marrant, SNBR, on les a découverts par une publication sur Arch Daily, publication d'archi où on voit une de leurs petits ouvrages là qu'ils ont fait devant chez eux. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient tout près de chez nous. Et c'est comme ça qu'on les a appelés aussi et proposé de répondre sur ce type d'appel d'offres. Donc là, une mise en œuvre relativement classique de ces murs, de ce double mur, avec un jeu sur les appareillages, sur des arcs en plate-bande ici, et donc un jeu aussi sur le motif, sur ce grand claustrat au niveau de l'entrée. Et donc la rencontre SNBR, c'est là aussi où elle est intéressante, c'est que un peu plus tard, enfin déjà voilà, déjà on commence par aller voir SNBR et aller voir comment ils travaillent. Et donc ça c'est les locaux chez eux, avec déjà un bâtiment assez incroyable avec des arcs en pierre de 15 mètres de portée, je crois, et des petites expérimentations, beaucoup développées avec Fallacara et d'autres personnes. Et donc, on a une entreprise comme ça. Et dans leur jardin, il y a des arcs de tout type, avec des armatures ou pas. Et donc, il y a ce type d'expérience. Et ensuite, nous, on est retenu pour un concours pour le marché couvert de Saint-Dizier. Et je pense que le fait d'avoir vu qu'une entreprise maîtrisait la technique des arcs, l'avait fait, qu'on avait pu voir cet arc porter 15 mètres, ça nous a donc encouragé à tenter le coup et à se dire qu'on pouvait utiliser des arcs pour ce projet. Et puis aussi, comme Louise Kahn, on a demandé à la pierre ce qu'elle voulait être. Et elle a répondu comme la brique, moi ce que j'aime bien être, c'est des arcs, des voûtes ou des coupoles. Alors là, c'est des arcs, mais franchement, un jour, pouvoir travailler des voûtes ou des coupoles, ça nous plairait beaucoup. Donc ce projet, il fait le lien entre des références historiques du marché classique traditionnel et aussi des savoir-faire et des ressources locales, le bois, la pierre, la ferronnerie, notamment la pierre de Meuse. Au début, pour des questions aussi financières, on s'était dit que la pierre de Meuse ne serait pas pertinente et qu'il fallait aller chercher de la pierre de l'Oise. Et finalement, on a pu le construire avec une pierre locale en pierre de Meuse. Donc un plan tout à fait classique de marché avec des travées orthogonales. Et ça, voilà, ça c'était un peu le principe du projet. C'est ces deux éléments-là, la pierre et le bois, et deux systèmes constructifs clés qu'on trouve très, très expressifs, donc l'arc pour la pierre, et ce système que j'avais développé sur deux petits projets de charpente dense, avec un système de structure tous les 9 cm, enfin entre 9 et 15 cm, qui permet d'avoir quasiment une charpente homogène de ce type. Et là, donc on a gagné le concours du marché. Et ensuite, les choses se sont un petit peu compliquées. Alors, je fais une petite parenthèse sur tout ce qui se passait en dessous. Parce qu'en dessous, on a une rivière, on a des chauves-souris protégées. Et donc, on n'a pas pu pousser la charpente en bois parce qu'on devait soutenir la dalle béton en bas. Elle doit être suspendue à la charpente. Donc, bref, on a fait une grosse charpente métallique. On suspend la charpente en béton. Et notre charpente ne devient qu'un plafond. Un petit plafond avec des sections de bois de 8-8 assez fines qui viennent donc créer un plafond acoustique sous ce bâtiment. Donc ça, c'est le principe ici. Et nos façades, pierre, donc ces grandes poutres treillis, elles sont portées par des poteaux acier plaqués contre le mur en pierre parce que l'effort ponctuel serait beaucoup trop important. Par contre, les deux façades portantes, c'est celles de nos deux grands arcs ici, qui viennent porter les pannes et qui viennent porter toute la toiture. Donc on est un peu triste que la façade là ne porte pas la toiture, mais rassurons-nous, ces grands arcs de 24 mètres sont bien porteurs de la toiture. Ensuite, l'évolution. Ça, c'est les façades au moment du concours, où on avait assez rapidement défini des proportions d'arcs. Ici, c'est des
espèces de paraboles, et ici un arc en anse de panier. Et ensuite, on a fait évoluer avec le bureau d'études CE Ingénierie, qui est un bureau d'études à Paris, Jean-Marc Vell, pour ceux qui connaissent, qui est un super ingénieur. Et donc, on a retravaillé plutôt sur des proportions paraboliques, un peu aussi comme notre ami Gaudi, sur ces arcs qui sont le négatif d'un fil tendu, enfin d'un fil simplement pendu. Et donc on a redessiné ces façades de cette manière avec trois arcs, l'arc étroit, l'arc moyen et le grand arc. Donc on a trois types de coffrage. Celui-ci on l'a 2 fois, l'étroit on l'a 4 fois et le moyen on l'a 8 fois. Voilà, et donc des proportions aussi qui nous semblent beaucoup plus belles aussi. Ces architectures aussi qui sont issues d'un travail d'ingénierie et d'une stabilité un peu évidente nous semblent les plus belles façades et les plus beaux dessins qu'on puisse trouver. Donc SNBR a été retenu à l'appel d'offres parce que aussi ils ont les références, le savoir-faire et voilà. Et donc ça c'est une épure de SNBR, donc le modèle juste avant la taille de toutes ces pierres. Là, je reviens, oui, un peu sur l'évolution de l'arc. Donc, on voit que c'est bon, c'est deux écritures très différentes, hein, mais c'est vraiment intéressant aussi de se plonger dans l'expression de ces arcs et juste une courbe, ce que ça peut changer dans le visuel d'un projet. On avait fait des recherches aussi avec l'ingénieur, parce qu'un de nos soucis au début, c'était que l'arc, il n'était pas chargé pareil. C'est-à-dire que là, il n'est pas beaucoup chargé en tête, et ici, il est beaucoup chargé avec les masses. Donc à un moment, on avait fait toute une recherche pour voir comment on peut évider les reins ici, pour éviter de charger et avoir un chargement plus linéaire. Donc c'était des recherches assez intéressantes qui touchaient beaucoup à l'architecture, mais finalement, il n'y a pas eu besoin. Puis je crois qu'on a relevé un peu le bâtiment pour des raisons d'acrotère et finalement la charge était correcte. Ensuite, un des sujets importants quand on fait un arc de cette dimension et qu'on est aussi sur une structure sur des pieux à 12 mètres parce que le sol était pourri, c'est comment on reprend la tension de cet arc. Et là, on pense à Cannes, encore une fois, et à ces très beaux ouvrages à Ahmedabad et ailleurs, où ils travaillent sur le tir en béton et l'arc en brique. Et donc nous, c'était un peu ça. Donc ici, on a les culées en béton, les culées d'appui en béton partout pour soutenir nos arcs, et ici, on a un effort énorme. Et donc la solution qui a été trouvée avec le bureau d'études, parce que ici on aurait mis une poutre béton classique, on aurait toujours eu ne serait-ce que 1 ou 2 cm sur nos 30 mètres de dilatation possible. Et ça, c'est pas acceptable quand on est en pierre et quand on est sur un calcul aux éléments finis. Enfin, moi, je vous en parlerai moins bien que l'ingénieur, mais on ne peut pas accepter qu'il y ait la moindre petite ouverture sur un des joints. Donc on a utilisé ce système Freycinet, qui ont un système donc d'un tube avec des câbles en acier extrêmement tendus et donc qui assure qu'il n'y aura aucune dilatation, enfin ou un maximum de 2 mm de dilatation. Et donc on a noyé ça dans notre grand tir en béton en dessous de l'arc pour soutenir, pour reprendre la poussée. Voilà. Et ensuite, je reviens donc à la carrière. Donc ça, c'est la pierre, elle provient des carrières de Euville dans la Meuse. Donc c'est la pierre qui a construit toute la ville de Saint-Dizier. Donc c'est vraiment génial d'utiliser la même. Et ils ont un banc de pierre qui s'appelle la Gévaux, qui est un banc de pierre un petit peu moins qualitatif, mais où il y avait donc une ressource importante de cette pierre. Et c'est ça aussi, travailler avec les ressources locales, c'est super, on a eu les volumes, niveau prix on était correct, mais par contre, donc ça fait des volumes énormes à tailler, et donc là on est en train de regarder les pierres, et voilà. Et en fait on a eu quelques pierres qui avaient des défauts de ce type et des micro-fissures, parce que aussi, voilà, c'est notre pierre locale, elle est comme ça, elle n'est pas parfaite. Et vu les efforts qu'on demandait à ces pierres, ça a commencé à poser problème et à faire peur à certains. Donc on a fait tout un travail de contrôle visuel où on a écarté certaines pierres et on a travaillé avec le CTMNC, qui sont le Centre technique des matériaux naturels de construction. Je crois qu'ils interviennent cet après-midi, je ne sais plus. Oui. Et donc on a travaillé sur une série de tests aux ultrasons
ou sur une trentaine de blocs qui nous inquiétaient. On est venu faire des tests ponctuels pour voir si la structure était bonne à l'intérieur. Tests très utiles parce qu'on s'est aperçu que certains blocs visuellement douteux étaient tout à fait recevables et d'autres qui nous paraissaient bien ne l'étaient pas. Donc peut-être une démarche intéressante à généraliser, tester les blocs pour peut-être permettre aussi d'économiser la matière et de l'utiliser plutôt que de la mettre au rebut. Ensuite, donc la mise en œuvre de ces pierres. Donc la technique de SNBR assez efficace, c'est un double échafaudage, un de chaque côté, une grande toiture qui vient donc de 3 mètres qui vient couvrir le mur. Et là-haut, on ne le voit pas trop, mais il y a donc un IPN, un axe avec un treuil. Avec un treuil donc, qui peut, enfin comment dire, une grue donc qu'on peut glisser comme ça et qu'on peut descendre au moteur pour emmener les pierres. Donc une belle méthodo, donc ils emmènent les pierres au bout et ensuite tac, ils les glissent et ils les descendent au bon endroit comme à la fête foraine. Donc les coffrages ici, la pose de la première pierre sur les culées en béton. Donc ici des coffrages très simples, classiques, du panneau et 3 madriers à l'intérieur. Voilà, tout un savoir-faire aussi exceptionnel. Je ne suis pas dans les détails de la mise en œuvre, mais c'était vraiment impressionnant à voir et un plaisir des compagnons de participer à la construction d'un ouvrage complet, d'un ouvrage neuf avec toutes les techniques et tout ce qu'ils ont pu apprendre et qui mettent en œuvre ponctuellement, mais là sur un bâtiment entier. Donc vraiment du plaisir à monter ces arcs en pierre ici. Tous les joints à la chaux, tout fait traditionnellement et dans les règles de l'art bien sûr. Et donc le grand arc avec ici donc un cintre donc en lamellé collé pour celui-ci qui sert pour les 2 arcs et qui a ensuite été recyclé. Et ici les grands arcs. Avec ce petit détail aussi qui avait été proposé par SNBR, cette petite courbe qui permet d'augmenter l'adhérence entre les pierres et d'éviter un potentiel glissement de la pierre. Et ce percement central ici pour les gros blocs qui permet de passer l'axe, donc c'est un trou qui sert à la mise en œuvre, on passe l'axe, on porte la pierre et on vient la mettre en œuvre ici, et la fameuse clé de voûte ici. Voilà. Donc ça, c'est un de nos projets les plus importants en pierre, qui sera terminé en octobre. Enfin, la pierre s'est terminée depuis plusieurs mois et il sera totalement livré en octobre ou novembre. Ensuite, d'autres petits projets pour finir, où on a donc des usages de pierres locales, comme ici le parvis devant l'usine Duval du Corbusier à Saint-Dié, où donc Aurélie Husson de chez nous a travaillé donc tout un parvis en grès rose avec aussi le grès rose de Champnay, qui est un grès rose quartzite, leur carrière. Et quartzite, ça veut dire qu'il est très dur et il convient aussi pour des sols et des finitions de VRD. Donc voilà pour ce petit parvis. La rencontre aussi avec le granit, ici sur une maison dans les Hauts-de-Vosges, donc le granit utilisé pour les aménagements extérieurs, en pavé, en soubassement ici, donc en lien avec le matériau bois qui grise, et le rapport pierre et granit nous semble tout à fait élégant, et on a hâte que tout ça soit homogène. Voilà, ici, donc des ouvrages de ce type. Donc ça, c'est la carrière de granit de Petit-Jean à la Bresse, avec qui on travaille de plus en plus. Une autre petite maison très modeste dans les Hauts-de-Vosges, donc qu'on voulait sur pilotis, sur des pieux en acier comme on fait régulièrement. Mais là, on est en zone sismique, donc pas possible. Et donc, on a donc pas possible d'avoir des pilotis bois sur pieux acier. Et donc là, on s'est inspiré d'un modèle tradi comme le petit chalot dans les Hauts-de-Vosges, le volume de bois posé sur des blocs de pierre pour le relever. Et donc, on a travaillé avec la carrière de Petit-Jean pour nous fournir des blocs comme ça. Alors là, c'est à moitié réussi parce qu'on est en zone sismique. Et donc, on a dû faire une première étape, donc toute une grille en béton qui vient relier tous nos massifs de fondation.
Mais sachons-le, ce projet sur une zone classique, on peut tout à fait faire nos trous et empiler nos blocs de granit. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait un petit trou de 4 cm dans le bloc et on a noyé un acier dans du plomb, dans du ciment très fort. Et donc ça nous permet aussi d'avoir la liaison entre les blocs et que notre maison bois ensuite elle soit vissée bien sûr là-dessus parce qu'il faut aussi retenir les efforts d'arrachement et on ne peut pas seulement faire de l'empilement. Donc, et ça, des blocs de ce type, scier une face est totalement brute. Franchement, on est sur des tarifs hyper corrects. Sur 15 000 euros d'intervention pour faire, allez, 12 000 euros d'intervention pour faire ça, les ouvrages de fondation. Moi, j'ai 3 000 euros de fourniture de blocs de granit, même pas de 2005, je crois. Donc, je pense que si on était sur un terrain normal, je fais toutes ces fondations sans un gramme de béton pour 9-10 000 euros. Donc allons-y, dialoguons avec les carrières et fondons avec de la pierre. Et, euh, et voilà, une autre, enfin là je finis là-dessus. Donc une autre rencontre forte, et ça va faire le lien avec Aminta qui intervient cet après-midi, c'est qu'en 2020, on m'avait proposé d'exposer une maquette du petit bâtiment en rond, en grès rose, à cette expo au New Stone Age, The New Stone Age à Londres, au Building Center. Donc c'est Pierre Bidot qui m'appelle, Pierre Bidot qui est français et qui travaille à Londres dans une entreprise qui s'appelle Stone Masonry Company. Et donc on échange et il me dit bah voilà, je suis co-commissaire d'une expo. C'est une expo où on est 3 commissaires, donc c'est Aminta architecte, Pierre Bidot entreprise et Steve Webb ingénieur. Et donc on fait une expo sur le nouvel âge de pierre et le renouveau de la construction pierre. Et donc superbe rencontre avec tous ces gens, donc Pierre Bidot, Alex Bertrand, hein, qui travaille à Stone Masonry Company, et ils exposent des choses, et ils exposent ça. Ça devant, c'est des poutres en pierre, vous voyez, c'est des petits blocs de pierre les uns au bout des autres, et ici on fait un trou ici, un trou là, et là on vient mettre des aciers dans les pierres et on tire et on vient créer une poutre, tout simplement, un peu comme du béton armé, mais on vient mettre en tension tout ça et on vient créer la tension de tout ça. Mais c'est Pierre Bidot qui arrive ici, donc j'étais en train de parler de toi. C'est l'invité surprise. Ouais, invité surprise. Et, et donc voilà, donc il nous montre ça, cette grande poutre avec cette technique de pierre câblée. Et d'ailleurs, en novembre dernier, parenthèse, on a fait sur le chantier de Saint-Dizier une journée technique construction pierre où on n'était pas très nombreux, mais on avait invité des personnes qui construisent en pierre euh, qu'on connaissait un peu. Et donc Pierre Bidot a fait une très belle présentation de leur travail autour de la pierre câblée, de toute leur recherche donc en Angleterre. Et il disait un truc marrant, c'est qu'il disait que lui, il a une formation de tailleur de pierre, donc il taille comme ça, il a souvent les outils, le marteau, le burin, et qu'aujourd'hui, avec toutes ces techniques qu'il développe, il a aussi avec lui une mallette à outils avec une clé, des boulons, donc il y a tout l'acier qui rentre dedans. Et aujourd'hui, c'est un métier qui mélange un peu aussi des techniques de mécanique et d'acier et de boulonnerie à des techniques de taille de pierre. Et voilà, ça fait réfléchir. Et je pense que c'est hyper intéressant parce que ça ouvre des pistes. Alors, il y a certains puristes qui disent... Ça ouvrira aussi des champs de questions qu'on se garde ce temps-là. Voilà. Voilà, il y a certains puristes qui disent non, la pierre, c'est dans la masse et il faut pas mettre des câbles dedans, il faut pas perturber sa structure, c'est entendable. Mais d'un autre côté, quand on commence à venir mettre quelques câbles bien choisis dans cette pierre, ça nous permet de l'affiner, de faire par exemple des portiques de cette manière avec des poteaux de 20 par 50 qui montent sur 6-8 mètres de haut, de faire des poutres en pierre, de faire des poutres pareil 20 par 50, donc on est vraiment même plus performant en termes volumétriques que du béton, et de porter sur une distance et de faire des
des choses comme ça. Donc ça ouvre tout un nouvel univers, tout un nouveau champ à explorer. Et aussi, on sait que la ressource pierre, elle n'est pas infinie, elle est pas, et que la pierre c'est précieux. Donc ça aussi, ça peut permettre d'économiser un peu le volume en pierre qui est disponible. Et donc ça, on avait travaillé un peu ensemble sur l'extension d'un hangar, d'un nouvel atelier pour Stone Masonry Company. Donc moi, j'avais travaillé aussi avec mon apport sur le savoir-faire bois, pierre et bois. Et je finis là-dessus parce que donc il y avait Steve Webb qui travaillait avec nous, donc cet ingénieur qui est à Londres qui travaille avec eux. Je pense qu'Amine et Pierre en parleront aussi en début d'après-midi. Vous en parlerez en début d'après-midi. Et ce dessin m'a beaucoup fait réfléchir, donc déjà sur comment on va installer tout ça, comment on va le construire. Et là où on avait mis sur les angles des éléments en acier pour créer les rotules, les pièces avec beaucoup d'efforts, la proposition de Steve Webb, c'était de travailler avec du granit, avec justement de changer les types de pierres. Ici, on peut être sur une pierre calcaire plus classique, en partie courante, et sur toutes les pièces plus sollicitées, on peut être sur un granit, par exemple, très, très solide, et on commence à venir dessiner des ouvrages qui mélangent deux pierres parce qu'on a besoin de structures différentes, et donc qui sont un peu construite avec un système un peu mécanique et ça je trouve ça très intéressant et je pense qu'il faut qu'on en parle davantage. Merci beaucoup pour la clarté de ton propos. On peut t'applaudir, je crois, pour... C'est exactement... Merci pour tes témoignages, parce que c'est exactement ce que l'on souhaite à travers ce petit groupe que Michel Goutal a exposé ce matin, c'est faire la preuve par l'exemple, y compris sur la question de l'économie que tu as soulevée à certains moments de ton propos, sur le fait de construire en pierre, c'est plus cher. Ben non, il y a des démonstrations qui font que quand on est organisé, on peut avoir des économies de temps de chantier notamment qui sont extrêmement importants, mais ça nécessite que toute la chaîne de travail se fasse, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les entreprises, la source à la carrière, et ça c'est dans tous les propos qu'on a pu recueillir sur ce sujet, quelque chose d'essentiel, c'est cette parfaite entente de toute la chaîne. Alors c'est pour ça qu'on fait plusieurs éditions aussi, parce que l'objectif n'est pas de faire 2 journées, 3 journées sur le sujet, c'est de le faire régulièrement, ce qui fait que là aussi nous avions des petits commentaires sur LinkedIn qui disaient il n'y avait pas assez de tailleurs de pierre, il n'y avait pas assez de carriers, mais il y aura d'autres éditions pour qu'à chaque fois on puisse illustrer le propos dans cette continuité du processus. On avait dit ce matin qu'on prendrait un peu le temps de l'échange avec la salle. On avait pris un petit quart d'heure de retard, donc on est toujours sur ce petit quart d'heure. Mais l'objectif n'est pas de prendre du retard, mais de prendre de l'avance sur ces projets que l'on peut réaliser, qu'on a envie de réaliser, même si de temps en temps il y a beaucoup de frustration. C'est aussi ce que Gilles Perrodin montrait dans certains de ses dossiers, les projets non réalisés. On en a tous malheureusement avec vraiment une maturité soit de ville, soit de maîtres d'ouvrage qui n'ont pas envie d'y aller pour des peurs, de questions d'assurance et de choses comme ça qu'on abordera également. Qui veut prendre la parole pour questionner Christophe Aubertin sur ce sujet? Si ça peut être aussi une intervention par rapport à François Goven ce matin. Et les mains qui se lèvent, je ne sais pas qui distribue le micro, s'il y a un micro en salle déjà. Ou sinon sans le micro peut-être. Sinon sans le micro. Il y a des captations vidéo aussi, hein, c'est pour... Et vous vous présentez initialement, voilà. Si vous pouvez vous présenter initialement, qu'on puisse aussi se... l'état réel de la pierre. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a des pierres poêlées que vous avez mis en œuvre finalement comme des livres dans une bibliothèque parce qu'elles vous semblaient suffisamment acceptables pour rentrer dans la construction? Oui, tout à fait. Il y a des pierres poêlées qu'on a mis en œuvre parce que le poêle était dans le sens de la compression et donc fonctionnait comme un joint supplémentaire finalement. Après il y a aussi Jean-Baptiste Teuret qui est dans la salle de SNBR et là aussi la plus grande expertise aussi sur ce chantier c'était avant tout SNBR et c'est quelques années d'expérience et donc qui savait aussi valider la mise en œuvre. Donc je me trompe pas Jean-Baptiste, on a bien mis en œuvre des pierres poêlées à certains endroits quand c'était dans le bon sens. Tu as par ailleurs cité le travail du CTMNC qui donc interviendra en fin de matinée par rapport à la question effectivement du sondage au-delà du visuel.
de l'intérieur de la matière. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être d'autres interventions? Et dans l'ordre que vous voulez, sans... Merci, bonjour. Adrien, Maza, récemment... apparemment, merci. J'avais une question sur le marché de Saint-Dizier. Comment a été perçue cette opération qui, techniquement, avait l'air assez incroyable, en tout cas. Comment elle a été perçue par la maîtrise d'ouvrage? Parce que c'est quand même un bâtiment qui a l'air très complexe. Il y a eu beaucoup de contraintes. Est-ce que la maîtrise d'ouvrage était convaincue? Est-ce que c'est elle aussi qui voulait de la pierre? Comment vous avez quelle relation vous avez eue en fait avec votre maîtrise d'ouvrage sur ce chantier-là? Sur ce projet, de toute façon, il y a eu un concours. Hein, c'était un concours sur esquisse. On était 4 équipes. Donc, le choix s'est fait à ce moment-là, au moment du jury. On était le seul projet à mettre en œuvre de la pierre. Le matériau bois était présent sur plusieurs projets, mais la pierre, on était le seul. Et donc, il y a une très forte adhésion sur ce sujet-là. Vraiment sur... Puis Saint-Dizier, c'est une ville plutôt en souffrance. Énormément de chômage, la ville qui se désertifie un peu, et il y a donc une opération cœur de ville qui est en cours, hein, qui est une des villes pionnières, et donc ils ont besoin aussi ils avaient besoin aussi de quelques opérations aussi architecturales importante pour redonner donc une nouvelle image. Et donc il y a tellement de possibilités aussi, tellement de manières d'être contemporain. Eux, leur choix, c'était d'être contemporain et d'être un peu sur un nouveau patrimoine et sur quelque chose vraiment qui allait dans le sens de leur patrimoine bâti qui est très riche, très intéressant, et des savoir-faire. Et donc là-dessus, il y a une adhésion forte dès le départ et toujours. Ça a été... ils ont vraiment poussé ensuite à ce que toute la question de la pierre soit bien maintenue et soit bien valorisée. Même la pierre locale, on a gagné le concours, on disait ce sera certainement pas une pierre locale parce que niveau budgétaire on n'y arrivera pas, mais c'est eux qui ont vraiment poussé, quitte à remettre un petit peu au bout pour pouvoir travailler avec la pierre de leur ville, quoi. En tout cas, oui. Je t'en prie, pardon. Non, ce que je veux dire aussi, c'est que la pierre... il y a toujours une adhésion très forte. Enfin, je trouve que ça met tout le monde d'accord, les maîtres d'ouvrage, sur la qualité, l'architecture, l'esthétique. Tout le monde est d'accord. Pour moi, il y a toujours un seul truc à gérer et qui est le plus complexe pour les architectes, c'est le budget. Et c'est trouver des manières de gérer son budget global ou trouver des astuces. Et c'est un peu l'obsession, quoi. Et dans les dernières techniques que tu as exposées, c'est aussi des techniques qu'on retrouve dans des restaurations aussi, quand on a besoin de redonner un peu de tension dans un contrefort ou des choses comme ça. C'est là aussi de voir le parallèle avec ce qu'avait évoqué François Goven ce matin sur la pierre de toute éternité et celle que l'on restaure aussi, même si l'objectif était vraiment d'illustrer le propos de mieux construire en pierre aujourd'hui et de le faire en tout cas. Avant de passer à une dernière question, je voulais vérifier que nos intervenants, donc Monsieur Geller, vous êtes là, vous pouvez rejoindre l'estrade si vous voulez, et Nicolas Raymond, je ne l'ai pas vu. Attendez, je termine juste, je vérifie que les intervenants sont là. Nicolas Raymond et Jérémy Nguyen. Si vous êtes là, je vais vous inviter à rejoindre l'estrade. Si vous n'êtes pas là, on passera au CTMC d'abord. Mais Monsieur Geller, tout le monde est là, c'est formidable. Donc une dernière ou deux dernières questions pour rester dans le créneau dans l'ordre que vous voulez. Le micro le plus proche. Et je vous en prie, venez vous asseoir en attendant. Il y avait des questions, donc dernière question. Oui, voilà. une question. Présentez-vous s'il vous plaît pour... Bonjour, Samuel Camurati, entreprise de taille de pierre, CRV Patrimoine. Donc on est basé juste à côté de Nîmes. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure en parlant du budget. Qu'aujourd'hui, ce qui est peut-être encore un petit peu rédhibitoire, c'est le budget de la pierre. Et moi, je pense que, en fin de compte, au niveau budget, la pierre n'est pas si chère dans le sens où aujourd'hui, avec les principes de construction qu'on a, on a une rentabilité, une vitesse de pose qui permet largement d'effacer éventuellement le surcoût de la pierre.
Je peux parler de ma région, c'est-à-dire entre Nîmes, les carrières de Provence. On arrive aujourd'hui à faire des bâtiments pierre, construction de pierre, où on est quasiment au même coût qu'un gros œuvre classique. Donc c'est vraiment mettre en tant qu'archi, mettre le point, enfin à mon avis, à mon humble avis, hein, sur tout ce qui est organisation de chantier et prendre en ligne de compte en termes d'architecture, comme vous l'avez bien fait tout à l'heure, quand vous avez dit on est allé visiter ces carrières, c'est voir quels sont les modules qui peuvent être sortis. Et donc ça implique ensuite une vitesse de pose qui peut être extrêmement rapide. Pour donner un exemple à l'auditoire qui est là, quand on pose des blocs de 2 mètres par 50 cm de haut, ça va prendre moins de 2-3 minutes à le poser. Si on est bien préparé, c'est l'équivalent de 28 ou 30 parpaings. Donc il y a quand même un gain de temps qui est énorme sur la pose. Donc l'organisation du dessin que vous allez créer, à l'organisation si vous avez la mission d'œuvre, elle est vraiment, vraiment super déterminante pour nous faire travailler et continuer à engager les constructions pierre. Voilà. C'était simplement pour continuer cette conversation sur l'aspect économique qui est très important. Alors, pour convaincre des gens qui sont un petit peu frileux avec la pierre, je raconte toujours une petite histoire. Je dis voilà, si vous voulez faire un bâtiment, on va dire, en plaquage de pierre, alors vous allez faire une maison en fer, hein, c'est le ferraillage. Vous allez faire une maison en bois, c'est le coffrage. Vous allez brûler des matériaux à 1200 degrés pour faire du ciment. Vous allez prendre des cailloux, vous allez remettre tout ça dedans. Vous allez jeter à la poubelle. Vous allez jeter à la poubelle une partie du coffrage, peut-être vous allez en réutiliser une partie, vous allez faire des milliers de trous, vous allez mettre des milliers de pièces dedans, vous allez découper de la pierre en tranches de 3 cm, vous allez percer sur le côté, vous allez poser tout ça, et à la fin on dit que ça, c'est beaucoup moins cher que de prendre un bloc, de le tailler et de le poser. Donc ça, c'est pas possible. Et donc si économiquement c'est possible, c'est parce qu'il y a une chaîne industrielle qui s'est établie pour une technique et pas pour l'autre. Mais les fondamentaux sont en faveur d'aller chercher la ressource là où elle est, de la découper, de la poser. Ce que vous disiez, maintenant on a des moyens de pose, des pinces hydrauliques, enfin tout ça c'est infiniment plus simple qu'auparavant. Voilà, juste je voulais raconter ma petite histoire sur le prix de la pierre. Merci beaucoup, Exactement. Michel. Juste, on y arrive à mettre de la pierre sur des petits budgets. Je veux dire, c'est quelque chose qui est un peu la difficulté première, mais il y a plein de solutions. Et à commencer aussi par le projet architectural global et savoir qu'est-ce qui est important pour nous, quoi. Et peut-être aussi qu'il faut faire des choix, voilà, et arrêter de gaspiller l'argent dans des choses inutiles et fantaisistes et Merci revenir à beaucoup. l'essentiel. Merci. Et puis pour ce rappel aussi de l'événement la semaine prochaine.